Alors, bonsoir à vous, bienvenue. Nous allons parler du système endocrinien, des hormones, de leur rôle, de leurs implications dans des pathologies aiguës et chroniques, de leur rôle dans le métabolisme. Donc, on voit quand même beaucoup de gens en troubles métaboliques, et puis leur influence aussi sur tout ce qui est santé mentale. Donc là, on va essayer de prendre le temps de voir le rôle clé du système endocrinien en tant que système, parmi les 11 systèmes du corps, et de voir quelle boîte à outils on peut avoir dans une dynamique de santé intégrative, avec l'alimentation, le repos, l'activité physique, le mental, la gestion des émotions, mais également certains compléments alimentaires, parce que malheureusement, souvent, il faut mettre le repos en avant, repos de l'esprit ou du corps, mais que pour beaucoup de personnes, c'est pas possible, et donc il faut passer par des dérivatifs. Alors déjà, on va être obligé de résumer ce que sont les hormones, pardon, déjà le rappeler, donc ce sont des messagers chimiques qui sont sécrétés par des glandes endocrines. Et ces messagers chimiques vont voyager dans le sang, dans le fluide ambulant qu'est le sang, pour réguler des fonctions vitales, le métabolisme, on en a parlé, la croissance, l'humeur, et la fonction reproductive sur les gonades, etc. etc. Et donc, de quelle glande on va parler spécifiquement ce soir? Un peu de l'hypophyse, beaucoup de la thyroïde, pas mal des surrénales, un petit peu du pancréas, de manière anecdotique de l'hypothalamus, les parathyroïdes étant greffés à la thyroïde. Et puis, on va dire ovaires testicules aussi, parce que bon, on a également des troubles, syndrome ovaire polykystique, des troubles à ménopause, etc. Et puis, on peut citer l'épiphyse. Alors, ces hormones-là, comment elles fonctionnent? Il y a un stimuli qui fait qu'on sécrète des hormones. Ça peut être un stress, ça peut être une information, et puis l'hormone va circuler dans le sang jusqu'à sa cible, et puis à l'intérieur des cellules, il va y avoir des récepteurs spécifiques. Vous avez l'hormone qui est la clé, et puis la serrure, c'est au niveau intracellulaire, un effet de codage. Et cette hormone va jouer sur une action de modification au niveau du métabolisme. Là, on parlait du pancréas tout à l'heure, qui est une glande qui est à la fois exocrine et endocrine. Et l'insuline, dont on parle énormément évidemment en naturo, va faire l'hormone insuline sécrétée par le pancréas, va servir à faire rentrer le glucose dans les cellules. Donc là, on est vraiment dans l'action métabolique de vie, de survie, la fonction nutrition. Et puis, vous avez aussi des fonctions, je disais, donc de modification métabolique, mais vous avez aussi des activations et des inhibitions de gènes. Par exemple, la testostérone, où on le voit en excès de testostérone, ou une bonne production de testostérone, va stimuler la pilosité. Et donc, on a beaucoup questions avec les crèves de cheveux, etc. Ou alors même des périodes à la puberté, ou alors des prises de pilules contraceptives qui déclenchent des pousses de poils chez certaines femmes. Et puis, vous avez aussi, au niveau des hormones, on en parlera pas mal, l'effet de feedback positif-négatif. Alors là, l'exemple le plus parlant, c'est la thyroïde, hein. Je pense que quand on est naturopathe ou praticien de santé intégrative, bon, déjà, il y a une sélection, entre guillemets, qui est faite, puisque 80-90% des personnes qui s'intéressent à cette façon d'être pris en charge sont des femmes qui ont déjà au moins l'âge d'être maman, au moins une fois. Puis il y a beaucoup de troubles de la thyroïde, hein. On estime, c'est le docteur Stéphane Résimon qui estime que 90% des femmes occidentales ont des dérèglements de la thyroïde, alors plus ou moins importants. Et donc évidemment que nous, quand on va parler des régulations effet feedback négatif-positif au niveau hormonal, on va être centré essentiellement sur l'aspect de la thyroïde. Exemple très concret, donc l'hypothalamus va sécréter de la TRH, stimulation de l'hypophyse, libération de la TSH, qui active la thyroïde, qui est en fin de circuit, va produire de la T3, T4. Et puis, si cette T3, T4 sont produites en excès, ce qui arrive, l'hypophyse va freiner la TSH, donc avec un effet qu'on appelle feedback négatif. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quand ça déconne, hein, avant de revenir à l'équilibre,
eh ben, on est obligé de voir où ça déconne. J'ai parlé du pancréas, hein, qui est une grosse glande avec une double fonction endocrine-exocrine. C'est lui qui va être pivot, ce pancréas, cet organe pancréas, dans la sécrétion d'insuline, et donc d'avoir une efficacité de la pénétration du glucose dans les cellules, là c'est le diabète de type 1, voire une absence de production d'insuline par les îlots pancréatiques, et donc là on est dans le diabète de type 1. Alors, ce qui est catalogué comme une fatalité par la médecine académique, mais où on sait qu'il y a des cas de réversibilité en santé intégrative, et notamment avec une approche nutritive, avec une alimentation cétogène, on sait que la fonction endocrinienne peut être relancée. Donc c'est déjà euh, une certitude, c'est qu'il n'y a pas de fatalité derrière le dérèglement hormonal. Peut y avoir beaucoup de choses à reprendre, ça peut être long, ça peut être laborieux, mais il y a des issues, y compris sur des choses qu'on voit étiquetées comme fatales, et avec une dégénérescence, comme le diabète de type 1, puisque on sait qu'avec des prises en charge d'alimentation spécifique cétogène ou de la détox, enfin généralement on groupe les deux, on peut avoir jusqu'à 20-30% de réussite sur des protocoles avec des résultats de manière irréversible si on va dire le mode de vie qui a été réajusté perdure. On voit aussi beaucoup d'amélioration, si ce n'est de guérison. C'est plus laborieux parce que là, ça demande une grande exigence sur les troubles d'hypothyroïdie. Donc voilà, on en parlera, hein, ça, longuement. Et puis, on voit, vous le voyez aussi, alors c'est du mal à être décelé. Là, j'étais encore cet après-midi avec quelqu'un au téléphone pour des prises de cortisol salivaire et urinaire. Voilà, c'est pour déceler ce qu'on appelle les maladies d'Addison, donc c'est-à-dire avec un cortisol très bas, qui se caractérise par une hypotension, et puis une fatigue chronique qu'on voit de plus en plus, hein, c'est ce qu'on appelle le mal du siècle, du 21e siècle. Donc là, ça parle des glandes surrénales, dont on va parler beaucoup et dont on parle quasiment à chaque supervision, mais vous avez aussi, à l'inverse d'un cortisol bas, un cortisol élevé, ce qu'on appelle le syndrome de Cushing, qui n'est pas à minorer. Donc là, ça se traduit par, à l'inverse, une hypertension et une rétention de graisse au niveau viscéral avec une obésité abdominale. Donc là, on le voit, ça touche pas mal de gens avec une difformité. Alors c'est toujours dur de savoir si cet abdomen distendu est dû à une parasitose, à une dysbiose intestinale, ou à un trouble endocrinien avec des cortisol qui fait retenir la graisse au niveau viscéral. On va voir comment reconnaître tout ça aussi. Donc les glandes endocrines ont un rôle majeur. Et puis, dans cette orchestration de la santé, c'est l'hypophyse qui joue le chef d'orchestre par rapport à tout cela. Et on va dire, dans la dynamique du métabolisme, c'est la thyroïde qui va être le soliste, si on reste sur la même métaphore. Alors, je vais voir les hormones clés. On parle souvent d'analyse sanguine pour la glande thyroïde. Donc, vous verrez souvent des personnes qui vont vous voir, des femmes, qui vont dire j'ai une T3, une T4 qui est basse, comment on fait pour relancer? Donc, toujours complexe, parce qu'il n'y a pas que. Il y a des facteurs de transformation. Mais ce qu'on peut dire, c'est à quoi servent ces hormones thyroïdiennes, T3, T4? C'est qu'elles stimulent la thermogénèse, donc la production de chaleur. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de femmes qui ont les mains froides, des sensations de frilosité, c'est que même beaucoup habillées, elles ont froid, parce que c'est un froid interne. Et ça, c'est un des marqueurs très forts, on va dire, d'un dérèglement thyroïdien, qui peut être validé ou pas par une analyse sanguine. Généralement, ça l'est. Alors là, c'est aussi un rôle métabolique. On se rend compte que ces personnes-là mangent peu, sont fatiguées et prennent facilement du poids. Parce que le rôle des hormones T3, T4, au niveau de la thyroïde, c'est d'augmenter le taux métabolique de base, donc c'est-à-dire les calories qui sont brûlées au repos. Et donc, eh bien, une hypothyroïdie va ralentir considérablement le métabolisme avec une prise de poids, une fatigue très marquée. Et à l'inverse, une hyperthyroïdie, plus rare mais constatée quand même, c'est un métabolisme accéléré avec un amaigrissement et de la tachycardie. Ça touche, vous le verrez,
les personnes minces, nerveuses, rétractées, au physique très angulé. Et là, bon, c'est plus facile de jouer, on va dire, sur un métabolisme accéléré, de ralentir un métabolisme que de relancer un métabolisme. Et donc là, vous allez voir un excès au niveau des traits 3 et des traits 4, mais malheureusement, à notre époque, c'est plutôt anecdotique par rapport au pourcentage de personnes qui sont en hypothyroïdie. Il y a l'insuline, comme je vous l'ai dit, qui est une hormone importante au niveau du pancréas, mais vous avez aussi le glucagon. Et donc, autant l'insuline va favoriser le stockage du glucose, comme je l'ai dit, donc le glycogène dans le foie, les triglycérides dans les cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes. Le glucagon, lui, il va libérer le glucose qui est stocké dans les réserves, hein. C'est notamment le cas en jeûne. Et on voit de plus en plus de jeunes personnes qui ont de la résistance à l'insuline avec une prise de graisse abdominale et un diabète de type 2. Donc ça parle de système endocrinien de manière globale. Et c'est là où je veux en venir, c'est que là je suis en train de partitionner par du haut, hein, de la thyroïde, pancréas, là on va faire le cortisol, et puis on va faire un petit peu la leptine, la gréline parce qu'on va parler de nutrition. Le but, c'est de se dire c'est un ensemble, c'est un écosystème cohérent. Et vous le verrez quand on parle des gonades sexuelles, immédiatement, on va venir taper sur l'axe surrénalien thyroïdien. Donc, quand il y a un problème détecté sur une glande spécifique, en fait, c'est l'ensemble du système endocrinien qui est mis à mal, mais c'est que le point de faiblesse, le point de tension va émerger à cet endroit-là, mais la causalité n'est pas forcément uniquement à cet endroit-là. Donc, sur la troisième glande qui nous intéresse, c'est le cortisol. Donc là, le cortisol a un peu justement de résistance à l'insuline. Il va stimuler la néoglycogénèse, c'est-à-dire la fabrication de glucose à partir des protéines. Donc c'est extrêmement important en jeûne. Et puis, surtout, on va déclencher une glycémie, une augmentation de la glycémie en réponse au stress. C'est pour ça que le matin, vous avez un coup de starter, normalement, avec une production de cortisol, c'est pas spécialement bon de manger sucré. Et puis le cortisol va avoir un rôle aussi de catabolisme musculaire et de stockage des graisses. Il y a deux hormones qui sont importantes de connaître. C'est marrant parce que j'ai vu un nutritionniste faire une intervention aujourd'hui sur YouTube. Et il parlait de la gréline, donc l'hormone de la faim, hein, qui stimule l'appétit. Il y a des personnes qui sont en stimulation forte, donc elles n'ont plus l'information de la satiété. Donc elles ont toujours faim et elles luttent contre ça. Et malheureusement, c'est un piège dans lequel certaines personnes tombent et c'est très dur de sortir. Et donc là, en face, vous avez une autre hormone qui est la leptine, qui, elle, est l'hormone de la satiété, qui signale au cerveau qu'on est rassasié, qu'on a assez mangé. Donc la résistance à la leptine crée de l'obésité, parce que évidemment, on ne perçoit plus la satiété. Et bien, il y a beaucoup de personnes qui sont là-dessus, qui ont dit, font pas preuve de volonté, qu'elles se motivent. Alors en plus, si on a une résistance à la leptine, et qu'en plus on est en hypothyroïdie avec un métabolisme bas, et ben là, c'est un schéma très classique de personnes qui font preuve de bonne volonté, qui veulent mettre des choses en place, mais qui sont en lutte à la fois contre leur métabolisme de base, qui est en hypothyroïdie, et à la fois contre leur résistance à la leptine, parce qu'elles sont là, toujours faim, mais je me frustre, je fais des efforts, mais ça marche pas. Donc là, il y a une approche très complexe à avoir, et ça demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je vous disais, on ne peut pas séparer les choses, que ça paraît antagoniste, sauf que si on prend du recul, si on dézoome, si on prend soin du système endocrinien de manière large et on va dire écosystémique, ça peut passer. Et si on le subdivise, on tourne en rond. Alors, concrètement, on va tout doucement venir aux pathologies, donc déjà l'impact des déséquilibres endocriniens sur le métabolisme. On a parlé de l'hypothyroïdie, c'est qu'on peut avoir un métabolisme ralenti à 30%, c'est-à-dire moins 30% d'énergie, avec, si on prend moins de calories, prise de poids,
frilosité, fatigue. Ça, c'est le tableau classique de beaucoup de femmes. Malheureusement, on dit bah les femmes, elles sont froides, elles sont frileuses. Bon, bah, elles ont surtout un déséquilibre endocrinien fort marqué par un ralentissement de l'activité de la thyroïde. C'est beaucoup plus rare pour l'hyperthyroïdie où là le métabolisme peut être accéléré à 50% avec un amaigrissement malgré une grosse nutrition, à ne pas confondre avec la difficulté d'absorption, et puis qui va se caractériser par des tremblements. Et puis, bah, on va parler de l'excès de cortisol, mais je préfère rester centré sur la thyroïde pour pas, on va dire, aller trop loin. Puis surtout, c'est ce que vous rencontrez le plus lors de vos consultations. Donc, le réflexe premier à avoir pour réguler le métabolisme qu'on a, nous, c'est au niveau de la thyroïde d'aller chercher le sélénium. Alors, on parle souvent de noix du Brésil. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est assez utile. Alors, 2, hein, parce que vous avez vu, c'est très gras, hein, c'est très riche en sélénium. Donc, vous pouvez aller chercher les noix du Brésil, hein, vive l'import-export. Mais c'est surtout l'iode. Et l'iode, on en est tous à peu près carencés. Hein. 80-90% de la population est carencée en iode. Alors, on dit souvent les produits de la mer. Hein, on dit, bah oui, bah dans les montagnes, c'est normal qu'il y ait une carence en iode. Oui, non, bien sûr, on en trouve dans les produits de la mer, dans les algues notamment, mais il faut faire gaffe, parce que l'iode, c'est un élément qui est volatile. Donc si vous prenez des algues en paillettes, là, vous aurez plein de minéraux, vous en aurez 82, des minéraux, des oligo-éléments, c'est très bien, mais l'iode étant volatile, vous n'en aurez pas. Donc il vous faut des algues fraîches, mais vous retrouvez de l'iode dans les aliacées, c'est-à-dire dans les ails, dans les échalotes et dans les oignons, et ça c'est extrêmement mangé dans les campagnes, y compris pour des gens qui n'ont jamais vu la mer et qui n'ont pas de troubles thyroïdiens. Donc ce sont des aliments qui n'en sont pas, on les met dans les agréments, mais c'est vraiment important, donc que ce soit pour les parasitoses, que ce soit comme antifongique, j'en parle souvent, hein, ce sont des aliments, les aliacés, à ne pas négliger. Rappelez-vous vos grands-mères, comme elles cuisinaient, il y en avait partout, tout le temps. On mettait plat, on a beaucoup de sauces très variées, des aromates qui viennent du gingembre, du curcuma qu'on ne connaissait pas il y a 2-3 générations, du safran, certains poivres. On va dire que basiquement, on restait sur ail, échalote, oignon rouge, oignon jaune, oignon blanc. Et on faisait tourner comme ça, et même en les faisant sécher, on arrivait ça à garder longtemps dans les caves. Et donc, on avait une grande quantité d'iode qui était mangée. Et on voyait de temps en temps des gens qui avaient des gros goitres. Alors, vous n'en voyez quasiment plus, hein, mais moi je me souviens, il y a une quarantaine d'années, étant enfant, je voyais des gens qui avaient des gros goitres. Vous avez peut-être en tête Hitchcock ou des gens comme ça. C'était donc une hypertrophie de la zone pour tenter d'aller capter de l'iode assez large, qui était un signe d'hypothyroïdie. Et donc après, quand on commence à s'intéresser aux personnes publiques qui ont des goitres et puis qu'on connaît leur personnalité, notamment psychique, on se rend compte qu'il y a des liens, et on va faire évidemment lien avec les troubles mentaux et l'hypothyroïdie, voire même les états psychiques lourds comme la dépression ou d'autres dérégulations comme la bipolarité, etc. Donc là, je pense à Winston Churchill, par exemple, qui a très bien documenté ça. Et c'est là où l'endocrinopsychologie nous aide, et aussi la morphopsychologie nous aide, c'est qu'on voit des récurrences physiologiques s'exprimer chez les individus et trouver des caractéristiques. Donc nous, quand on fait de la santé de terrain, en santé intégrative, eh bien, on va voir tout de suite des morphotypes se détacher. Donc la thyroïde, c'est très important. Et puis, donc, j'ai dit, bon, il y a le sélénium, qui est très important, l'iode, et puis il y a un autre élément qui est le zinc. Le zinc, on en trouve dans pas mal de fruits et légumes, mais abondamment dans les graines de courge. Donc là, il y a un effet laxatif fort et antiparasitaire, on y revient, d'ailleurs c'est assez parlant, où il y a des traits communs entre les aliments antiparasitaires et antifongiques et ceux qui stimulent la thyroïde. Et il y a un chaînon, une espèce de chaînon qui s'articule, que vous pouvez creuser, vous, à votre réflexion, mais que moi je fais, que je constate. Évidemment, le pivot de rencontre, ce sont les intestins.
Pour ce qui est de l'insuline, ben là, on va chercher les fibres, donc avec beaucoup de légumes, et puis faire gaffe, évidemment, à avoir des aliments à indice glycémique bas, et surtout, à avoir des aliments peu encrassants, peu mucogènes, parce que donc, si, on va dire, le récepteur d'insuline ne peut pas capter l'insuline, alors il y a un déficit de production d'insuline à un endroit, possiblement, mais il y a aussi un milieu intracellulaire congestionné, donc le trouble d'insuline parle aussi de toxémie intracellulaire. C'est ça dont on oublie de parler. Souvent, on parle de la fonction nutrition dans le diabète, mais on ne parle pas de la fonction de détoxination et d'élimination, qui parfois, sans changer l'alimentation, régule un diabète si on arrive à faire des détox efficaces, soit par des jeûnes intermittents, soit par des monodiètes, soit même par des jeûnes. Et puis, un trait commun qu'on va retrouver sur la thyroïde, mais également sur les déséquilibres des glandes surrénales avec le cortisol, c'est des grandes carences en magnésium. Donc là, ça va être tous les légumes à feuilles vertes, tous les légumes verts, et puis certains oléagineux. Et là où il faut en prendre un maximum, parce que on va dire le système endocrinien est adossé au système nerveux, et quand on a un système nerveux déséquilibré, on brûle, on détruit, on bousille du magnésium. Un des axes, je dirais le premier axe de travail, je l'aborde tout de suite avant qu'on rentre dans d'autres éléments nutritionnels, pour pas qu'on perde de vue l'approche hygiéniste, c'est vraiment le sommeil. Je vous dis, c'était je voulais spoiler un petit peu au tout début, c'est vraiment le repos. Le repos régule la leptine et la gréline. Si vous avez quelqu'un qui est en surpoids, qui est peu actif la journée, il ne dépense pas de calories, il ne dépense pas d'énergie, il dort mal le soir, il est un peu insomniaque et il tourne en rond, et donc il y a une dérégulation de l'équilibre leptine-gréline, et sa résistance à la leptine va faire qu'il va continuer à manger, et qu'en plus, s'il manque d'énergie créée par le repos, il va prendre de l'énergie au niveau calories externes, donc il va encore plus manger, donc c'est un double effet qui se coule. Et puis, à ce repos-là doit s'ajouter un repos mental avec tout ce qui est aspect méditatif. Les oméga 3, dans tous les troubles endocriniens, ont une importance majeure. Je parlerai tout à l'heure au niveau hormonal féminin, une étude assez intéressante. Et même sur l'aspect dépression, où on voit qu'une supplémentation en acides gras oméga 3, alors toujours pareil, hein, les harengs, maquereaux, sardines, hein, et puis après vous avez le pourpier en végétal, mais c'est vraiment essentiel. Ce sera de le dire que nous sommes dans une époque où on sous-estime les acides gras, et on est sur une civilisation du glucide, et on en paye le prix extrêmement cher. Je vais donner quelques exemples de troubles aigus. Alors, que vous pouvez rencontrer en séance, donc les crises thyroïdiennes, ce que j'appelle les crises thyroïdiennes, donc ça va être l'hyperthyroïdie aiguë avec la tachycardie et de l'anxiété. Ça touche de plus en plus de personnes, y compris les jeunes. Donc vous voyez bien, hein, je parlais de morphotype tout à l'heure, que le morphotype chez les jeunes a changé. Qu'il y a un état de nervosité et d'anxiété, qu'il y a une déminéralisation très forte, et surtout que par l'alimentation et les perturbateurs endocriniens, en plus la thyroïde régule la calcémie, pardon, et vous voyez bien que la structure osseuse des jeunes est extrêmement faible, et donc ils sont plus vulnérables au stress, à l'anxiété, et déclenchent des troubles cardiaques avec des accélérations du palpitant qu'on va venir nommer tachycardie. Vous avez aussi des hypothyroïdies, donc ça c'est des hyperthyroïdies sévères, pardon. Et les hypothyroïdies sévères, là ça va être fatigue extrême, léthargie et frilosité. Mais ça on le voit de manière assez forte, tout comme on voit une explosion des hypoglycémies réactionnelles chez les jeunes, hein, même à partir de 6-7 ans.
c'est déjà le cas et puis, il y a de plus en plus d'ados, qui ont, bah, heu, des troubles du diabète. Une chose qu'on voit beaucoup depuis une quinzaine d'années, c'est ce qu'on appelle le burn-out surrénalien aigu. Donc là, c'est l'épuisement du cortisol, ce qui aboutit à un crash énergétique. Donc j'ai longuement, longuement documenté ça depuis, 2014 sur internet. Vous pouvez retrouver des vidéos dessus d'1 heure et demie où je fais vraiment de la physiologie de base sur le cortisol. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vus. C'est fondamental, hein. Pour moi, la plupart des gens sont complètement crashés au niveau endocrinien, ça se passe au niveau des surrénales. Hem, les médecins ont du mal à prescrire des analyses de cortisol parce que derrière, ils seraient démunis et quand bien même, vous avez un cortisol bas, qu'est-ce qu'on fait? On fait des injections, on fait des donc c'est un peu dur et puis surtout, bah, qui dit ça dit, arrêt de travail long, voire très long, parce qu'il y a une chose à faire, c'est le repos et la non-stimulation. Ça, c'est pour les cas, alors aigus. J'ai fini par l'épuisement au cortisol parce que on dirait: «Mais là, on est dans le chronique, tu nous dis que ça dure longtemps». Oui, mais en fait, des fois, vous avez juste une émotion très forte, par exemple bah, un accident, vous êtes témoin d'un accident, ça arrivait à des personnes que je suivais. Elles ont basculé dans l'hypothyroïdie ou dans les troubles du cortisol. Elles ont eu une telle montée de cortisol et puis d'adrénaline que ça a déséquilibré, une autre hormone, l'adrénaline, ça a déséquilibré l'ensemble de leur système endocrinien. Donc c'est un moment aigu qui bascule dans le chronique. Mais tout ce qu'on en dehors de ça, sur la thyroïde, c'est les troubles d'Hashimoto, hein, qui sont des hypothyroïdies chroniques et non pas aiguës, donc avec simplement de la fatigue extrême et de la frilosité. Et puis, ce qu'on va appeler aussi des maladies de base d'eau, là, pour l'hyperthyroïdie. Donc ça, vous en rencontrerez, quand même pas mal. Je serai preneur de vos retours d'expérience dessus. Évidemment, diabète de type 1, type 2. Il y a évidemment une dérégulation du microbiote par la thyroïde. Il y a beaucoup des fois, on va s'épuiser, c'est très concret. On va dire: «Mais là, on a remis bien la nourriture, on a refait la mastication, on a fait gaffe aux fibres pour les prébiotiques». On a déparasité, on a fait plein de choses et ça fonctionne pas. Il y a toujours des troubles, au niveau, intestin, il faut toujours des béquilles et on tourne en rond. Bah oui, mais si, derrière, au niveau thyroïdien, c'est zingué et ben, on tourne en rond, on a agi sur la cause, c'est-à-dire l'écosystème intestinal déséquilibré, c'est très bien, mais si le facteur aggravant, dominant, c'est-à-dire une hypothyroïdie n'est pas investigué, et ben, on tourne en rond et donc vous pouvez soupçonner très fortement le fait que quand vous n'avez pas de résultat sur une personne qui met de la volonté, qui est assez carrée au niveau nutritionnel par rapport à vos recommandations et qui n'a pas de résultat sur ses dysbioses, et ben ça peut largement venir d'un trouble thyroïdien. On va parler de tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on prend en compte fortement parce que si on est dans une santé de terrain, on va prendre l'environnement au sens large. Donc là, vous avez les polémiques autour de la qualité de l'eau. Bah, il y a des perturbateurs endocriniens, ce qui fait que ça rajoute encore. Et puis, bah, donc, vous le savez aussi que les hormones ne sont pas filtrées dans les filtres que vous pouvez avoir à la maison, voire même dans les bassins de filtration communaux. Ce qui fait qu'en fait, vous buvez littéralement des substances hormonales qui se trouvent être dans le sang, des urines, notamment des femmes, voilà, généralement avec les pilules contraceptives, mais également des hommes qui peuvent avoir des traitements hormonaux ou alors qui sont en chimio, etc. Donc c'est pas neutre. Donc il faut s'intéresser à vraiment ce système de filtration-là. Il faut sensibiliser les gens que vous conseillez à avoir un rapport à l'eau très sain. Là, il y a un mois et demi, je parlais à une famille là, qui était en conférence, je fais une conférence sur le jeûne, ils me disaient que la première règle qu'ils avaient mis en place, c'était de mettre de l'eau à osmose inverse. Et que pendant 6 mois, leur urine ont senti très fort. Et qu'ils n'ont pas changé d'autres choses dans leur hygiène de vie, mais il leur a fallu plusieurs semaines, plusieurs mois pour comprendre que c'était juste la qualité de l'eau qui avait influé sur leur santé. Alors eux, ils avaient perçu ça à travers les reins qui fonctionnaient mieux, qui étaient moins en tension, mais qu'il y avait des améliorations à tous les étages. Sans doute qu'il y avait aussi moins de perturbations endocriniennes. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nuage d'œstrogènes, ce qui sont les hormones sexuelles féminines. Nous avons une féminisation de l'espèce humaine occidentale. Alors ça se traduit avec
des comportements de troubles du genre, hein, souvent. C'est pour ça que ce sont des situations qui sont souvent subies. On va dire ces troubles identitaires sexués, mais derrière, il y a un déséquilibre endocrinien fort, et quand on en parle des endocrinologues ou des nutritionnistes, ils le savent, mais vu que c'est devenu un sujet tabou, c'est très complexe. Mais donc, là, on fait le lien avec l'endocrinopsychologie dont Jean va nous parler, et où il y a une féminisation, une hyperprésence des hormones sexuelles féminines qui vont avoir un effet immunostimulant, parce que les œstrogènes, notamment l'estradiol, vont augmenter la production d'anticorps et vont activer les lymphocytes B. Et il y a un risque accru chez les femmes de tout cela, c'est pour ça que 80% des femmes sont touchées, enfin, pardon, 80% des personnes qui ont des maladies auto-immunes sont des femmes. Si vous regardez les gens qui sont en hypothyroïdie, par exemple, ce sont essentiellement des femmes. Donc ça pose question sur tout ce ce qu'on leur fait prendre, ce qu'on leur commande, ce qu'on leur dit qui est sûr et efficace, mais qui n'est pas exempt d'effets secondaires. Et puis après, on va mettre ça sur un problème de société, alors quand c'est un problème sanitaire très important. Mais ces troubles-là vont toucher aussi les jeunes mâles par les perturbateurs endocriniens, les bisphénols, mais pas que. Alors, des exemples de maladies auto-immunes liées aux oestrogènes, c'est les lupus, on va dire, les piquets il y a des pics de poussée d'œstrogènes, donc au niveau de la grossesse et du cycle menstruel, va déclencher des lupus. Et puis également la sclérose en plaques qui va être aggravée postpartum par une production d'extrait d'œstrogène. Et puis, pareil, de la même façon qu'on voit que ce sont essentiellement les femmes qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde, on fait un lien aujourd'hui avec les excès d'œstrogène. Donc ça parle du stress, la polyarthrite rhumatoïde. Jean Seignalais nous a parlé de la porosité intestinale, mais rappelez-vous, je vous ai dit que parfois, la dysbiose intestinale trouvait sa racine au niveau d'un déséquilibre thyroïdien. Donc à la racine de la polyarthrite rhumatoïde, il y a souvent un trouble thyroïdien. Donc vous aurez une rémission symptomatique des effets en adoptant un régime signalé exempt en gluten, produits laitiers et sucre, notamment raffinés, mais s'il y a reprise, vous aurez les mêmes problèmes. Donc vous aurez une reconstruction agréable de la muqueuse intestinale, mais il faut traiter aussi cette approche endocrinienne en relevant cette hypothyroïdie. Nous avons le cortisol, donc a un rôle immunosuppresseur naturel, parce que le cortisol freine l'inflammation et l'activité des lymphocytes T. C'est normal, hein, parce que quand vous avez un coup de stress, quand vous devez vous échapper d'un danger, si vous avez mal, pendant un temps, vous n'avez plus mal sous l'effet de l'adrénaline et du cortisol. Donc ça freine l'inflammation. Mais un déficit ou une résistance au cortisol va générer un stress chronique, un épuisement des surrénales et une perte de régulation immunitaire avec des poussées auto-immunes. Ça, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et derrière, ça va déclencher, comme je vous ai parlé, de l'axe surrénal thyroïde, des maladies d'Hashimoto, qui vont souvent être déclenchées par des stress prolongés. Le foie est un élément pivot au niveau du système endocrinien. Ouais, mais c'est pas une glande, le foie. Oui, c'est vrai. N'empêche que la conversion T3, T4 se fait grâce au foie. Donc un foie toxémique peut être, alors vous pouvez prescrire, ou la personne peut avoir de la L-tyrosine qui lui est prescrite par son médecin, et pour autant, il n'y a pas d'effet au niveau de sa thyroïde. Elle a toujours le métabolisme bas, elle est toujours frileuse, etc. Les symptômes sont toujours là. Eh bien, c'est parce qu'il y a une congestion au niveau hépatique. Et donc, il faut détoxifier le foie. Et on se rend compte qu'au niveau de l'équilibre hormonal, il y a un impact des œstrogènes sur le foie. Par ailleurs, vous remarquerez que la plupart des personnes qui subissent une ablation de la vésicule biliaire sont des femmes. Or, les femmes boivent moins d'alcool, prennent moins de toxiques, mangent moins et mangent moins gras. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une calcification qui se crée dans la vésicule et en partie dans le foie, donc crée des calculs biliaires sur la présence d'œstrogènes. Donc, il est fondamental de détoxifier le foie. Donc là, vous avez la détox des xénostrogènes,
là qui se fait avec ce que vous connaissez, hein, notamment le chardon-marie, etc. Et puis les monodiètes et les jeûnes. Mais pas des jeûnes longs, parce que pour le trouble endocrinien, moi je ne suis pas un grand adepte quand il y a des déséquilibres endocriniens majeurs, je ne suis pas un adepte du jeûne long, plutôt des jeûnes courts, répétés. Et puis, surtout, il y a quelque chose qui est important, puis qu'on voit chez les ados hommes, il y a une grande tendance au végétarisme chez les jeunes, ce qui peut être bien en disant, tiens, une réflexion au niveau éthique et au niveau nutritionnel, mais on va vers une alimentation qui est très riche en produits transformés, parce qu'il n'y a pas la réflexion ne va pas jusqu'au bout, n'est pas totale, et donc on va aller vers le soja. Et là, le soja, c'est un oestrogène-like majeur, à ce point qu'on le recommande pour les femmes en préménopause ou en ménopause, donc c'est pas pour rien, sauf que quand vous êtes un homme, je vous ai dit que ça participe à une féminisation importante, et donc avec des symptômes qu'on appelle la gynécomastie, donc c'est-à-dire les glandes mammaires derrière le sein mâle, et puis avec une petite excroissance. Et ça, on voit beaucoup. Et donc là, c'est d'enlever le soja, et puis d'aller vers une augmentation de la mélatonine pour dormir, avoir un vrai sommeil réparateur. Et c'est là où moi, j'ai pas de problème, pour certains cas, à donner des plantes dites adaptogènes. Les plus connues et celles qui marchent le mieux, ce sont la rhodiola et la ashwagandha, que vous devez connaître, qui a un effet immunorégulateur très fort. Très souvent, au niveau endocrinien, on constate qu'il y a une carence en vitamine D. Alors là, c'est quasiment systématique, et une carence en acides gras oméga 3. Donc vitamine D, oméga 3, c'est un petit peu ce que est magnésium, c'est ce que vous sortirez à chaque fois quasiment pour les troubles endocriniens, et puis derrière, vous viendrez évidemment rajouter du repos. On ne peut pas faire l'économie d'une alimentation sans gluten, et où on va venir à ajouter des choses riches en magnésium, notamment avec les verdures. Et donc oui, je disais, au niveau du trouble mental, de la santé mentale, il y a le cortisol, qui est une réponse au stress sur le système nerveux sympathique. Alors à court terme, on l'a vu, on s'échappe de situations de danger, on améliore la vigilance, mais à long terme, c'est un neurotoxique qui va dégrader les neurones au niveau de l'hippocampe. Et puis, en excès chronique, ça va conduire à quoi? Un état dépressif, à l'anxiété, au burn-out. Et ça, c'est un état que vous retrouvez chez énormément de personnes, après le vide de sens, etc. Et donc, d'ailleurs, vous avez de plus en plus de gens qui vous font des protocoles de détox au cortisol. Après, vous avez tout ce qui est sérotonine. Donc là, il faut augmenter la sérotonine, donc la production à 90% dans l'intestin. Donc s'il y a déjà un problème thyroïdien, il y aura un problème au niveau intestinal, parce que c'est des microbiotes, sauf que la sérotonine, c'est la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. Et ça, ça passe par beaucoup de gens qui sont en dépendance à la sérotonine aussi, avec les téléphones. Et puis une carence, ça conduit à la dépression, des troubles obsessionnels compulsifs qu'on voit beaucoup et qu'on voit chez les ados, qui se rincent la tronche avec les écrans et qui ont une alimentation riche en glucides, donc dépourvue d'acides gras, et puis qui sont en stress chronique à l'école, dans la famille, et puis même dans les loisirs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les jeux. La dopamine, qui est une hormone de motivation et de plaisir, donc là, on est sur ce que ça parle de motivation, de concentration, de sensation de récompense. Donc là, si je parlais des réseaux sociaux avec les likes, les points, vous regardez les jeux vidéo maintenant qui sont faits, ouais, youpi, youpi, bien, super, t'es top. Donc là, on récompense l'individu, et donc les excès mènent à la paranoïa, à la schizophrénie, et donc ça, on en voit partout, et avec des démences et des excès de violence dont dans la société se fait écho. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je décortiquais qu'un jeune, là, il jouait à comment ça s'appelle ce jeu là déjà, là, assez violent là. Bref. Et donc il est sorti, et puis il a déchargé sa colère sur une jeune adolescente. Oui, il était à la fois le circuit de la récompense, de la dopamine et de la violence dans ce jeu-là. Et donc les fabricants de jeux vidéo sont systématiquement accompagnés de neuropsychologues
pour agir sur les circuits de la récompense et mettre dans des états de stress maximal. Par exemple, vos enfants, vous connaissez peut-être le jeu vidéo Mario Kart, qui paraît un jeu vidéo sympa, hein. Vous avez Mario qui fait du kart, qui jette des pots de banane. Eh ben, on a été, les neuroscientifiques ont vu que c'était le jeu le plus stressant. Parce qu'il était en permanence dans l'hyperstimulation. Et donc, c'est pas à minimiser. Quand vous voyez un jeune public en consultation, eh bien, vous savez que cette surcharge de dopamine est un gros problème.